Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Mon Désart comme chaque jeudi, une émission que j'ai intitulée Et je coupe le son. Petit clin d'œil évidemment à Philippe Catherine. Alors pourquoi ce titre? Eh bien parce que depuis plusieurs semaines, un silence menaçant guette la création sonore en fédération Wallonie-Bruxelles, qui était jusqu'ici soutenue par un fonds d'aide bien précieux. On va en parler de ce fonds. Mais voilà, d'après les acteurs de ce secteur, qui est déjà largement sous-financé, il faut le dire, la ministre des Médias, Jacqueline Galland, désire mettre fin à cette facilité, ce qui entraînerait une réduction de, tenez-vous bien, 75% des moyens alloués à la création sonore. Ça n'est pas rien. Avec, évidemment, pour conséquence sociale, la mise au chômage, ou en tout cas l'arrêt de travail pour plusieurs professionnels et artistes. Et en toile de fond, la fin d'une parole libre aussi, il faut le dire, d'un secteur très créatif, pourtant en plein essor d'ailleurs, et de plus en plus apprécié par le public. On va essayer de comprendre ce qui se passe autour de la création sonore et radiophonique avec Bastien Hidalgo-Ruiz, tout d'abord. Bonsoir Bastien. Bonsoir. Vous êtes bien placé pour en parler puisque vous êtes ingé son vous-même. C'est ça, tout à fait. Professeur à l'IAD, professeur de son, enfin de récit sonore, c'est ça? Oui, c'est ça, de narration sonore et j'accompagne aussi un exercice de fiction radiophonique. D'accord. En face de vous, Carmelo Iannuzzo. Bonsoir Carmelo. Bonsoir. On s'est déjà vu dans d'autres émissions. En 2020. En 2020, c'est le feuilleton continu. Et vous êtes directeur de l'ACESR, c'est un atelier, c'est ça, de création Atelier sonore. de création sonore radiophonique, en toutes lettres, voilà, qui a une structure d'accompagnement. Qui accompagne des professionnels, des amateurs? Alors, on accompagne, c'est ça, on a une spécificité, une accessibilité, une ouverture, c'est qu'on accompagne des premiers projets, mais aussi des projets de personnes plus expérimentées. D'accord. Et c'est une des missions, justement, d'accompagner des gens qui s'essayent la première fois au documentaire, à la fiction. D'accord. Leslie Doumerc est avec nous. Bonsoir Leslie. Bonsoir. Vous représentez un peu les radios associatives. On le voit, Campus, vous avez le t-shirt de la radio Campus. Vous travaillez aussi pour Panic, c'est ça? Je suis impliquée, oui, membre bénévole du comité de programmation de Panic, donc qui diffuse de la création sonore. Et président de Radio Campus Bruxelles aussi, où il y a une grosse présence de la création sonore sur notre ouais. Heureusement que vous êtes là. Et à côté de vous, comme votre voisin, vous êtes professeur aussi, mais vous à l'ULB, c'est ça? À l'ULB aussi, à l'IAD, j'ai la chance de faire binôme avec Bastien. D'accord. Zoé Soulico est avec nous. Bonsoir Zoé. Bonsoir. On est ravis de vous avoir, créatrice sonore, de fiction, de docu, de podcasts pour le jeune public aussi. Et vous êtes membre de Lazare. Oui. Donc Lazare, c'est quoi? C'est la fédération qui regroupe... Oui, c'est l'association qui regroupe tous les auteurs-autrices de radio, de création sonore, comme on dit, ou de podcast, si on parle d'histoire à raconter. D'accord. Un autre membre de Lazare, c'est vous, Sébastien Dissner, je prononce bien? Ouais. Très bien, très bien. Vous êtes auteur, créateur de fiction sonore, plutôt fiction, plutôt docu, vous? Donc plutôt fiction. Après, il y a des frontières qui sont floues, donc le docu-fiction, par exemple, aussi. Allez, on va parler de vos travaux. On n'en parle pas souvent, en fait, dans les médias. J'ai remarqué ça en préparant l'émission. J'ai cherché. Il n'y a pas énormément d'émissions consacrées à la création sonore. Il y a un peu de presse, parfois la radio aussi, par exemple sur BX1. Oui, mais on en a un peu plus parlé ces derniers temps, évidemment. On va commencer par une photo que vous allez voir, une photo de famille. C'était avant-hier, voilà, on la voit pour l'instant, c'était avant-hier, devant le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je dis photo de famille, vraiment, parce que c'est une famille, j'ai l'impression, non ? Oui, effectivement, on est un écosystème, une famille, un grand groupe, en tout cas très solidaire dans cette aventure. Donc ça, c'était il y a 2 jours. Je ne sais pas qui était là, Leslie, vous étiez là aussi. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Vous alliez rencontrer les députés à la Fédération Wallonie-Bruxelles? Alors les rencontrer, c'est un bien grand mot. On a essayé de les interpeller dans cette zone neutre, sur ce trottoir juste devant le Parlement, leur faire savoir un petit peu le sort des gens de la radio en général. Et vous avez senti des gens qui étaient à l'écoute? Oui. Enfin, je reprends la parole, mais pour compléter, oui, l'idée c'était de leur faire part de nos inquiétudes, nos réelles inquiétudes, puisque si jamais ça se passe, on se retrouvera au chômage. Donc ça viendra augmenter le nombre de chômeurs. Ouais. Et donc là sur le trottoir, en fait, on allait à la rencontre. Et en tout cas dans l'opposition, ils ont été très à l'écoute, on va dire.
Dans l'opposition. Dans l'opposition, pour porter en tout cas nos questions. Ouais, on verra pour ce qui se passe en face de l'opposition. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est ce fonds d'aide à la création radiophonique qui est menacé directement par la ministre Galland. C'est un fonds d'aide au projet, il faut le dire. Hein. C'est vraiment pour les projets, quoi. Alors, Sébastien. Peut-être qu'il faut faire la distinction tout de suite. Il y a le fonds d'aide qui a plusieurs missions et la mission historique, c'est celle de l'aide au projet. Un fonds d'aide à la création radio, ça dit bien son nom. Ensuite, il y a eu d'autres missions qui se sont ajoutées, comme bien justement la structure d'accueil, la CSR, les radios associatives, et puis la transition numérique. On pourra en reparler, je suppose, parce que c'est peut-être un peu l'éléphant dans la pièce, on va dire. Mais là, maintenant, c'est vraiment la création radio qui se trouve complètement éjectée, on va dire, du fonds qui était vraiment destiné à la création radio au départ. Ouais, c'est ça éjecté, c'est un mot fort. Vous parlez même d'une mise à mort. J'ai vu ça dans une autre émission. Ah oui, c'est clair. Je veux dire, donc c'est pas une petite coupe ou c'est pas un effort qu'on nous demande. 75%. Donc c'est au lieu d'une trentaine d'œuvres qui sont soutenues par an. Il faut savoir aussi que c'est le fonds, le seul fonds qu'on a, contrairement à d'autres secteurs. 5 ou 6 projets avec le budget qui est annoncé. On pourrait peut-être encore soutenir 5 ou 6 projets. Je veux dire, il y a tout un secteur, il y a un milieu qui existe, qui est très dynamique en Belgique francophone, qui rayonne d'ailleurs. Et 5-6 projets, vous avez vu, ça c'est encore une petite partie du milieu que nous représentons. Les structures vont s'effondrer. Enfin, pour moi, c'est une mort annoncée. Il y a de la production, il y a plein de gens derrière. On va en parler, des gens qui sont fragilisés. Ça vous a étonné, cette décision, ou en tout cas cette intention de la ministre? À vous, par exemple? Oui, c'est sûr. On parle de famille, un peu de la création radio. Là, on montre la photo de famille. C'est aussi toute une filière de métiers et de structures de production. Ouais. Donc, il y a tout un écosystème qui s'est mis en place, qui s'est renforcé beaucoup ces dernières années et qui est vraiment mis en danger maintenant avec ces coupes-là. Donc, il y a vraiment des métiers spécifiques avec des pratiques spécifiques. On parle de preneurs, preneuses de son, monteurs, monteuses, mixeurs, mixeuses. Ce sont des pratiques qu'on retrouve un peu, des métiers qu'on trouve aussi dans le cinéma, mais qui sont des pratiques très différentes dans la radio, avec la narration sonore spécifique. Ouais. Des bruiteurs aussi. Des bruiteurs et des bruiteuses, effectivement, tout à fait. Et puis ces structures de production qui se sont créées majoritairement ces 10 dernières années et qui arrivent maintenant à une certaine force de position, mais qui sont encore très dépendantes, qui sont formées grâce et autour de cette aide au projet de création radiophonique, et qui sont mises à mal pour l'instant. Ouais. En plus, il y a un engouement quand même du public pour les podcasts. Vous voyez, moi, je ne peux plus me passer de ce petit objet. Il va bientôt servir peut-être à rien, en tout cas en ce qui concerne la Belgique. Si ça continue, je ne sais pas ce que vous en pensez, Carmelo, mais est-ce qu'on le sentait venir, ce coup de semonce, ou pas? Franchement, oui, puisque le fonds d'aide à la création radiophonique, qui est alimenté par une part prélevée des recettes publicitaires à la fois de la RTBF et des groupes radio privés. Donc, des radios, ce qu'on appelle des radios filaires, quoi. RTN, oui. RTN, des radios de flux, effectivement. En fait, le fonds d'aide est en déficit, donc il y a moins de recettes que de dépenses. Donc on a eu, il y a une année de basculement. L'année de basculement, c'est 2019. C'est à la fois une nouvelle mission, si je reprends le terme de Sébastien Lissner, l'éléphant dans la pièce. Donc c'est une nouvelle mission qui a été soutenue par radio.be, qui est, on peut en parler, développer si vous voulez, l'aide au développement du DAB. Et en même temps, de manière synchrone, il y a eu une chute des recettes publicitaires. Ouais. Donc, il n'y a plus de sous, quoi. Un fonds qui alimente 4 missions, qui a plus de sous. Alors là, je vais te préciser, moins de 75%, ça veut dire si, là, le programme budgétaire qui est soumis sur la table du gouvernement, s'il n'est pas modifié, s'il passe, ça veut dire que il n'y a plus que 8% des dépenses sur les 4 missions qui seraient dédiées à cette mission historique qui est l'aide au projet d'œuvres radiophoniques. 8%, c'est autant de rien en fait. Voilà. Donc c'est là le débat. Ok,
je comprends, on doit aider des infrastructures. Est-ce que c'est la mission originelle du Fonds d'aide à la création de Phonique? Mais là, on ne se pose pas la question du contenu, en fait. Ouais. On ne se pose pas la question, tiens, ce serait bien de soutenir la production des artistes. J'ai un budget, j'ai plus rien dans ma caisse, ou j'ai moins dans ma caisse, tant pis pour les créateurs sonores. Il y a un côté cruel, quoi, Zoé, non? Oui, il y a un côté sidérant même. Oui. Enfin, surtout tellement à l'encontre de l'usage du podcast. Enfin, ça a complètement explosé depuis, on va dire, une petite dizaine d'années. Et moi qui travaille pour le jeune public, c'est en plus un secteur qui est extrêmement consommé, si je peux parler comme ça. Mais les enfants écoutent plusieurs fois d'affilée les mêmes histoires, ils en demandent. Enfin, c'est aussi une alternative aux parents par rapport à l'écran. Ça stimule l'imaginaire. Enfin, moi, je suis convaincue de tout ça, mais c'est vraiment un milieu foisonnant. Et c'est... Oui, c'est un peu la vitre qu'on vient de se prendre. Et là, on est dans le fond, comme vous dites. Effectivement, le fond n'est pas trop abordé par le monde politique. Est-ce que vous comprenez ça, Leslie, vous qui faites de la radio depuis un petit temps, qu'on ne prend pas assez en considération votre travail, non seulement votre travail, mais aussi votre public, en fait, finalement? Ah, bonne question. Oui, je pense que c'est très flou, la radio, la création radio, il n'y a pas d'image, donc c'est l'imaginaire que les gens s'en font aussi. Il y a plein de choses très floues, par exemple, on s'est demandé, si on demande à une personne lambda combien ça coûte de faire une création sonore, personne n'en sait rien. Non. Or, c'est quand même bien moindre que le cinéma. Qu'un film. Par exemple, combien ça coûte? Vous qui en faites, Bastien, une création sonore, on va dire, de je sais pas moi, 45 minutes, par exemple, ça coûte. C'est ça qui est un format un peu commun, 45 minutes, 1 heure par là. Ouais. Alors, quand on dit combien ça coûte, il y a un peu de réponses. Ce qu'on reçoit, enfin, le budget global qui est octroyé comme subside par le Fonds de la création radiophonique jusque-là, était autour de 18 000, 20 000 euros par projet. Donc ça, c'est ce qu'on vous donnait pour un projet? C'est ça. Ouais. Après, donc ça, comme vous l'avez dit au départ, c'est un secteur qui est très sous-alimenté déjà financièrement dès le départ. Et c'est là que le travail des structures de production est important, parce qu'on peut s'imaginer que ces structures de production fournissent un travail aussi qui est souvent invisibilisé, de soit mise à disposition de matériel, de studio, de temps, de relecture, d'accompagnement. Donc tout ce travail-là n'est pas vraiment chiffré quelque part. On peut estimer que, imaginons 1 heure de documentaire radiophonique ou de fiction radiophonique, par exemple, pourrait coûter le double. On pourrait imaginer que ça coûte plutôt 40 000 ou 50 000 euros. Si on voulait couvrir tous les postes et couvrir une production vraiment globale, où toutes les personnes qui s'impliquent sont vraiment rémunérées au juste prix, on serait plutôt dans ces eaux-là. Voilà, ce qui n'est pas le cas. Si j'ai bien compris, ça veut dire qu'on ne rémunère pas, on fait des économies de bout de chandelle, comme on dit, c'est ça? Oui, puis surtout, voilà, quand on est créateur, créatrice, on est toujours passionné forcément, donc on compte pas ses heures. Après, il y a des professionnels qui parfois travaillent aussi dans d'autres secteurs. Voilà, on l'a parlé, bruiteur, bruiteuse, ingénieur du son, etc. Bien sûr, il faut rémunérer toutes ces personnes-là correctement, et ce qui est déjà difficile. Je ne sais pas si je peux donner un chiffre, par exemple, d'une fiction radio. Alors là, on va regarder du côté de la France, qui cartonne en ce moment, c'est la chute de Lapinville sur Arte Radio. Je crois qu'il y a 2 millions d'écoutes. Alors voilà, qu'on ne nous dise pas que la création radio ou la fiction radio, ça n'a pas d'intérêt. On est dans des budgets, je crois que c'est 850 000 pour une année. Après, c'est tous les jours, c'est autre chose. C'est 5 minutes par jour, c'est une fiction quotidienne. Mais voilà, et on a évidemment une fiction dans l'écriture, dans le son, qui a une grande qualité et qui plaît et qui est écoutée et qui voilà. Donc ça, c'est, je pense, un exemple. Voilà, quand les choses sont bien faites, voilà, c'est des coûts réels, je pense. Oui, Bastien voulait intervenir, non? Oui. Non, simplement, oui, on parle aussi du coût de production d'une pièce. On pourrait aussi imaginer avoir des coûts aussi de diffusion, de communication. Donc on disait en début d'émission que c'est un art qui est très intime, quelque part, on en parle très peu. Il y a sans doute, voilà, on peut imaginer, si on souhaite toucher un plus large public et valoriser plus cette production qui est très riche, ici en Belgique francophone, en tout cas, c'est miser aussi sur de la communication et sur de la diffusion
à plus large échelle. On peut parler aussi de la spécificité de la création sonore et radiophonique. On parlait d'intimité, on parlait pour les enfants, quelque part, ça leur apprend aussi à écouter, à mieux écouter, et finalement écouter les autres aussi. Enfin, il y a tout un apprentissage. C'est pas juste l'objet sonore, quoi. Ça va bien au-delà. Oui, c'est vrai. C'est éduquer effectivement une façon d'écouter. Complètement. C'est aussi stimuler l'imaginaire. Moi, je le vois quand les enfants sont petits, ils arrivent facilement quelque part à décrire ce qu'ils imaginent, de quoi ils rêvent, et plus on avance dans l'âge, plus ça demande un effort en fait de raconter. Donc, je dirais que tout notre travail, c'est de pouvoir donner de quoi se nourrir. Ouais. Et puis, il y a tout le côté qui est précieux en Belgique, c'est ce côté... avoir du temps pour faire ces émissions, pour ce contenu. C'est des autres temporalités que les autres médias, évidemment. Oui, et dans d'autres pays, ce modèle, par exemple, qui... peut-être nous est en danger, sucré, est très inspirant. Il y a énormément de pays en Europe et en Amérique du Nord qui nous envient ce système-là. Et on le voit bien, nous, par nos créations, parce qu'elles passent à l'international, on participe à des festivals, souvent on remporte les prix. Enfin, ça, en fait, c'est vraiment lié aussi au temps qu'on peut donner à une pièce. Et là, si je peux faire juste un exemple, j'ai travaillé sur une pièce documentaire qui va sortir là le 8 avril, qui suit en fait, qui questionne le don d'organes, et on suit d'un donneur jusqu'à un receveur. Pour faire ce genre de travail, on était à l'hôpital Erasme. La réalisatrice avait vraiment toutes les portes ouvertes, mais on a passé énormément de temps à l'hôpital, à tous les niveaux, pour pouvoir rencontrer tout le personnel soignant, mais aussi tout l'aspect humain. Et sans ce temps, ce documentaire n'aurait pas pu voir, en tout cas ne pas voir ce jour et ne pas avoir cette profondeur, je dirais. Et si vous avez débarqué avec des caméras, l'éclairage, c'était impossible. C'était impossible. C'est ça aussi la force, Sébastien, de la création sonore. On peut aborder par exemple des sujets plus intimes, etc. Notamment, maintenant il y a les podcasts aussi qui permettent de pouvoir les écouter partout, de façon personnelle. Donc c'est cette approche-là aussi qui est précieuse. Oui, bien sûr, mais je pense qu'effectivement, la création sonore, la création radio raconte d'autres histoires, en fait, que ce soit en documentaire, comme l'a dit Zoé, l'intimité, le temps, la légèreté aussi, qui permet peut-être à ce que d'autres auteurs-autrices puissent s'exprimer. Alors moi, je suis plutôt dans la fiction, et on travaille vraiment sur l'imaginaire, le son, quelque part. C'est le film qui a en nous, qui se déroule. Moi, je dis souvent aussi que c'est l'art des personnes qui ont l'esprit libre, mais les mains occupées. Par exemple, quand on travaille, on est, je sais pas, très trivialement, on fait la vaisselle, on est dans sa voiture, on a des fenêtres qui s'ouvrent. Et puis c'est du sensible aussi, parce que c'est ça la différence. C'est un temps qui doit être pris, mais c'est une temporalité aussi différente quand on est dans un documentaire, quand on est dans une fiction, comme dans un film ou dans d'autres formes de médias. On est transporté ailleurs, dans le point de vue d'autrui, quelque part. Et puis, c'est une expérience sensitive aussi dans laquelle on est baigné. Aujourd'hui, je fais une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, mais par exemple, le son peut être mis en avant, par exemple, dans l'ASMR. Moi, c'est pas mon truc, par exemple, mais c'est le son. Oui, voilà, c'est les micros qui simplement se concentrent non pas sur un récit ou sur quelque chose de cérébral, mais sur une sensation. Voilà, ce sont aussi ces choses-là qui sont travaillées. C'est une expérience qui est partagée. On va parler des cours que vous donnez chacun dans les universités respectives ou écoles supérieures. Dans les ateliers, on sent déjà cette approche aussi. Les gens qui viennent, par exemple, préparer, fabriquer, parce que c'est ça qui se passe chez vous. Il y a déjà cette question de temporalité. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont le temps. C'est ouvert tard. On s'inscrit complètement dans cette lignée, puisque c'est à la fois c'est aussi les délais qui sont donnés par l'appel à projet pour la réalisation. On a 2 ans plus ou moins. 2 ans.
pour réaliser le projet. Donc il y a ce temps qui est donné pour chaque projet. L'atelier de création sonore radiophonique, en fait, là au niveau du personnel, c'est juste 4 personnes, mais il faut savoir que il y a la communauté des pratiques qui entoure cet atelier. Donc en fait, on fait appel, ce que j'appelle la communauté des pratiques, c'est toutes ces personnes expérimentées. Donc il y a des personnes qui viennent parfois seules et qui voudraient travailler avec une équipe. Donc on fait des rencontres. D'accord. Il y a toute une rencontre qui est mais c'est pas avec les personnels internes. Le personnel interne est là pour faire, si tu veux, fonctionner l'outil. Mais on fait le lien avec toute la communauté qui entoure la CSR. Il y a du parrainage, du marrainage qui sont mis en place, etc. Il y a des workshops d'écriture. Donc on aborde cette question d'écriture en amont, justement. On n'est pas là dans du média d'information, on n'est pas là, effectivement, dans du reportage vite fait. On est dans ce travail d'écriture, d'immersion, de rencontre du personnage, que ce soit dans le documentaire ou dans la fiction, dans un travail de récit sonore, comme l'a dit si bien décrit Sébastien Dissner. Il y a beaucoup de demandes. Et voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que autant, ça on peut en parler aussi, les chiffres augmentent. En fait, ça c'est clair qu'il y a, si tu veux, il y a une époque où on n'avait pas besoin de faire de comité de lecture, de comité de sélection, véritablement, d'appel à... Donc là maintenant, on doit formaliser. On a tellement de demandes que maintenant... Et ça, on peut en parler. C'est là que la CSR subit, si tu veux, indirectement cette histoire de coupe, le choc là, avec cette session 2026 qui n'est toujours pas lancée, dont on ne connaît pas le budget. C'est que nous avons déjà lancé l'accompagnement, en fait. Ah oui. Donc il y a déjà eu les appels à projets en amont, appel à projet pour premier projet, appel à projet pour projet d'initié, comme on dit, des personnes qui ont au moins une expérience. Et donc nous avons reçu 55 demandes, excusez-moi. Ouais. Et là-dessus, on va accompagner 26 projets. Donc on est déjà, en fait, la session 2026 est déjà amorcée de notre côté. On travaille déjà dans l'attente de l'appel à projet qui normalement est clôturé le 15 mars chaque année. Ah oui, d'accord. Tu vois ici, on attend de cette décision et donc tout le secteur attend est-ce qu'il y aura une session 2026 avec quel budget pour cette année. D'où ce gros point d'interrogation et je peux comprendre que ça stresse tout le monde. Vous n'êtes pas menacé, la CSR n'est pas menacée directement? Non, on a renouvelé notre contrat programme avec la même ministre l'année passée, qui est parti jusqu'en 2029. N'empêche, ce qui est sur la table, c'est bien la distribution entre les 4 missions. Et une des missions, c'est celle de l'atelier de création sonore téléphonique. Donc en amont, on va dire qu'on est protégé. On est protégé par un contrat programme, on va dire, qui est en cours. Voilà. On va dire que c'est une protection relative, mais la mission la plus fragilisée, c'est un classique dans les invités que vous avez sûrement souvent reçus sur les plateaux. Le secteur l'enveloppe qui est souvent fragilisée, celle qui ne bénéficie pas de convention, pas de contrat programme, c'est l'enveloppe dédiée à l'aide à la création. Ouais, c'est pareil en cinéma, c'est pareil en théâtre, c'est pareil partout. Pour revenir un petit peu à l'écriture, comment ça se passe vos cours, Bastien, par exemple? Vous faites de l'aide à l'écriture aussi? Enfin, pas de l'aide, mais... Alors, pas complètement. Alors, moi, j'interviens plutôt comme technicien sonore. Ah, on est plus dans la technique, Plus dans la technique, même s'il y a toujours une part d'accompagnement artistique. Et de toute façon, peut-être une des spécificités... des nombreuses spécificités professionnelles des métiers de la création sonore, c'est que toutes les personnes impliquées sont aussi impliquées dans une écriture. Donc la prise de son est un travail d'écriture, le montage aussi, le mixage aussi. Donc il y a c'est complet en fait. Voilà, il y a toujours une personne qui est porteuse de projet et qui prend le rôle de réalisateur ou réalisatrice, mais c'est vraiment une réalisation très partagée. Est-ce qu'il y a une forte demande dans les étudiants de l'IAD ou une augmentation dans la demande ou peut-être à l'ULB? Je vois que vous dites oui. Mais la relève est ultra motivée. C'est incroyable. Et on voit vraiment l'engouement, l'effervescence. Avant le projet et puis une fois devant le micro ou dans les créations sonores, c'est fou. Moi, j'accompagne aussi des mémoires en journalisme. Donc maintenant, il y a la possibilité de le faire la version pratique. Ça, c'est l'ULB, c'est pas l'IAD alors. Oui, pardon, ça, c'est l'ULB. Ça augmente, donc déjà, et dans les formats sonores et aussi dans le genre où on va dire que c'est moins un genre journalistique pur, mais qui se rapproche plus du documentaire, vraiment écrire une histoire avec des sons. Et ça, vous sentez une envie des élèves? Il y a quelque chose... Ah oui, j'ai beaucoup de boulot, beaucoup plus de boulot, et tant mieux. La seule chose qui me brise un peu le cœur, c'est que ces personnes très prometteuses qui ont envie de continuer là-dedans, en fait, elles ne trouvent pas vraiment de médias ensuite pour proposer leurs œuvres. Et moi, je les
réfère souvent au fonds d'aide à la création radiophonique. Et donc c'est un peu le seul pilier. C'est vrai qu'il y a la question des médias, c'est important aussi. Par exemple, la création sonore, la RTB par exemple prend ils ont des émissions, je crois, de création. Donc il y a la RTB quand même qui est là. Est-ce qu'il y en a d'autres en Belgique? Je ne sais pas, Sébastien. Tout à fait. Donc bien sûr, il y a les radios associatives, je veux dire. Donc il y a essentiellement effectivement l'RTBF. Il y a tout le réseau de radios associatives. Après, il y a d'autres formes de diffusion. Bien sûr, maintenant le podcast, s'en affranchit. Une autre fenêtre, quoi. Voilà, il y a le podcast d'ailleurs porté par l'ACSR, donc par l'atelier de création sonore radiophonique, qui s'appelle Radiola.be. Je renvoie tout le monde pour écouter. Oui. Voilà, très 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 bonne chaîne de podcast. Et puis des diffusions après en dehors de nos frontières, puisque c'est dans toute la francophonie qu'on rayonne, notamment dans les radios associatives françaises, parfois en Suisse également, voilà, dans des festivals internationaux avec traduction, donc voilà, parfois jusqu'à New York, l'Europe de l'Est, etc. Ce sont des choses qui circulent. Ouais. Ce qui est fou, c'est que oui, ça circule même mieux qu'avant, parce qu'on est à un point de bascule aussi avec le tout numérique, les radios FM qui vont moins bien, et donc il y a le DAB qui arrive. Enfin, je veux dire, c'est presque le moment où ça pourrait exploser. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, et c'est à ce moment-ci qu'on essaie de vous couper l'herbe, quoi. C'est d'autant plus cruel, Zoé, j'ai l'impression, non? Oui, tout à fait. J'étais en train de penser, pour moi, enfin, ce foisonnement, c'est un peu comme si on ouvrait des bibliothèques ou des librairies un peu à chaque coin de rue, ce qui est plutôt un bon signe de bonne santé. C'est-à-dire que quand on rentre dans une bibliothèque, on trouve des chroniques, des essais, des romans, des livres scientifiques, des livres pour enfants. Et finalement, ce qu'on fait, c'est ça. On pourrait être à l'image de ça. On fait des romans, que ce soit historique, fiction ou documentaire, mais on fait aussi des livres pour enfants. En gros, si je reprends l'image. Et voilà, en fait, on trouve toujours quelque chose qui nous parle, si on peut me parler. Parce qu'il y a une grande liberté de création aussi dans tout ça. Et du coup, je me dis, est-ce que ce choix politique, on verra ce qu'il en est. Est-ce que justement c'est un angle politique qui est pris selon vous? Je ne sais pas, parce que c'est quand même un endroit, c'est un espace de création, de liberté d'expression quand même, ce que vous faites. Est-ce que c'est pas ça qui dérange aussi un petit peu? Je ne sais pas qui veut répondre à cette question un peu pointue. Peut-être Sébastien? Oui. Oui, la question se pose en tout cas, clairement, parce que par exemple l'année passée, notre ministre Jacqueline Gallon avait complété le fonds. Donc cette année, c'est vraiment une décision politique qui se cache un peu sous une décision d'orthodoxie budgétaire, mais non. Je veux dire, pour moi, c'est une décision politique. Alors est-ce que la liberté d'expression dérange? C'est une question qu'on peut se poser, je pense. Qui nous dépasse d'ailleurs. Oui, moi j'ai pas la réponse, mais c'est tout de même légitime de se poser cette question. Je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Je crois qu'il y a souvent une méconnaissance de la part du politique de ce petit secteur, surtout que ce secteur, là, je ne sais pas si c'est clair pour les spectateurs, spectatrices, ne dépend pas du ministère de la Culture, du ministre de la Culture, des matières culturelles, mais des médias. Et donc donc les médias, c'est plein d'enjeux. Voilà, là on se retrouve avec des budgets énormes, des gros paquebots. Donc le ou la ministre des médias se retrouve à gérer. Et au milieu de ces paquebots, il y a le petit voilier. Il y a le petit voilier. Et donc c'est la production indépendante. Tu vois, quand tu parles de liberté d'écriture, etc., c'est vraiment justement c'est quelque chose d'important. C'est qu'on n'est pas rattaché à un éditeur. On n'est pas rattaché. On est extérieur à la RTBF. Et c'est là où on se trouve cette liberté. Et c'est le principe en fait. C'est même le pacte en fait de départ de ce fonds d'aide à la création radiophonique qui s'est mis en marche en 1991. Ça a été ce pacte en fait. C'est que en échange d'accorder l'autorisation de faire la publicité par la RTBF et les réseaux privés, les radios commerciales, c'était pour assurer une diversité des formats. S'assurer une diversité des formats, c'est qu'un petit prélèvement serve à nourrir cette liberté d'écriture. Quand même à l'époque, quelque part. Et qui a encore plus de pertinence aujourd'hui. C'est là que j'ai envie de répondre. C'est justement peut-être là le moment où il faut peut-être pas le remettre en question, justement, parce que
devant cette offre, et là on va parler bien sûr ce qui perturbe notre marché intérieur, le marché des radios, le marché publicitaire, c'est l'envahissement des GAFAN, oui. Bah oui. Et qui déséquilibre tout le modèle du Fonded notamment. Mais c'est encore plus pertinent, justement, je pense, de maintenir cette production indépendante et cette spécificité de la Fédération du Bruxelles. Ouais. Oui, c'est aussi c'est la mise en valeur aussi de tout un patrimoine culturel local. En tout cas, moi je pense à toutes ces voix qui sont transmises, en tout cas enregistrées et transmises par les documentaires, que ce soit du milieu de l'agriculture, où par exemple on parle de une histoire de 3 générations d'agriculteurs, et donc ça parle aussi de ce qui se passe ici, de comment aussi les axes de migration dus à l'agriculture se sont mis en place. Et ça parle aussi des terris de Charleroi qui vont être peut-être transformés, de Bergère. Il y a tout un fonds mémoriel qui risque de qui est vraiment mis en valeur. Et si on nous le supprime, c'est aussi toute cette mise en valeur territoriale qui disparaît. Sans compter la médiathèque nouvelle qui est dans de beaux draps aussi, n'est-ce pas? Je crois que vous êtes lié à la médiathèque avec l'association. Non, pas du tout. En fait, on doit quand on fait une pièce, il y a deux exemplaires de nos œuvres qui sont. Tu parles de ça, de la collection, qui sont archivées là-bas. Qui va être préservée, sauvegardée à la bibliothèque de Namur, mais qui va être moins accessible. Ouais. Ça, on verra bien. Si jamais, comme ça arrive souvent, parce qu'il y a une pétition qui circule, je crois, Leslie. Oui, tout à fait, qui a presque 5000 signatures. On vous engage tous d'ailleurs à aller la signer sur le site hasard.be. Hasard.be. La trouver, voilà. D'accord. Que la création ne soit pas réduite au silence. Ouais. Si jamais la ministre propose un compromis, le ministère propose un compromis, jusqu'où vous pourriez aller? Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que tout ce que vous réclamez, peut-être qu'on ne reviendra plus jamais en arrière, mais est-ce que vous pourriez accepter je sais pas moi, la possibilité de faire peut-être pas 4-5 créations, mais 10 ou au lieu de 20 par exemple? Est-ce que ça irait, ça Non. Non. Là, il faut... Non, en fait... Là, il faut être clair. L'année 2026 est trop enclenchée, trop entamée. Oui. Ce problème est là depuis, comme on l'a dit tout à l'heure, depuis 2019. Oui. Ce qu'on n'a pas mentionné, c'est que ce fonds d'aide à la création euphonique a une réserve. Donc ce fonds d'aide a été profitable pour la Fédération du Bruxelles pendant plusieurs années, à tel point qu'il y a encore des réserves. Et donc, si on regarde juste l'équilibre budgétaire, il y a 4 millions de réserves en fait. Ouais. Parce qu'il a été excédentaire entre 2009 et 2018. Donc, je veux bien que le gouvernement actuel soit là à redresser et se préoccuper de redresser le montant de la dette de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais il y a aussi une justice par rapport à un secteur qui n'a jamais dépensé pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, c'est tant que là, pour 2026, ce qu'on demande, c'est que la situation soit conduite et qu'on se réunisse tous autour de la table, usagers, contributeurs, et repenser effectivement comment repenser l'émission du fonds d'aide. Veut dire fondamentalement, est-ce que toutes les missions doivent être à charge du fonds d'aide? Et il y a un débat qui est à côté, dont on n'est pas les experts, mais je crois que c'est légitime qu'on le demande, c'est réévaluer ce programme de transition vers le DAB, qui était promis pour une certaine date et qui va être encore reculé. Je crois que le politique doit examiner aussi ce programme et le réévaluer. Peut-être avec une ligne budgétaire spécifique. Ouais, c'est ça que vous réclamez. Il y aura d'autres actions prévues. Je sais que vous allez régulièrement du côté de la rue de la Loi, mais je ne sais pas, il y a d'autres actions prévues, Sébastien Tout est possible et voilà, nous restons mobilisés et vigilants puisque jusqu'à présent, nous n'avons pas de réponse et c'est vraiment tout le secteur qui est en danger. Il n'y a pas eu de réunion de travail, rien du tout encore? Non, nous sommes demandeurs. Nous le sommes depuis des années. Nous prévenons de ce risque aussi depuis des années. Donc voilà, s'il y a concertation avec tous les acteurs du secteur, bien sûr, nous sommes là pour réfléchir. Nous avons des pistes que nous pouvons proposer. Donc, ça peut mettre en danger ou c'est exagéré les radios comme Radio Campus et Radio Panique, par exemple? Alors là, on parle des 2 mastodontes des radios alternatives. Oui, c'est vrai qu'il y a toutes les autres. Qui peuvent se targuer d'avoir plus de 100 heures de création radiophonique diffusées chaque année. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a une obligation de diffuser 10 heures par an, ça paraît rien, mais pour des petites radios, quand même, on n'y arrivera pas si on peut financer que 6 ou 7 projets.
on n'y arrivera pas. Donc ça, effectivement, ça peut menacer des plus petites radios qui ont cette obligation. Ouais. Donc autre danger par rapport aux emplois, aux métiers que vous disiez, aux maisons de production aussi, parce qu'il y a plein de maisons de production. Oui, tout à fait. Il y a plein de structures de production qui se sont créées ces dernières années, beaucoup d'associations, d'ASBL. Hein. Oui, bien sûr, oui. Et c'est vraiment toute une filière qui est mise en danger. Hein. Là, on parlait aussi de l'enseignement. On voit cet engouement aussi qui se reflète dans les écoles. On a parlé un peu des étudiants, voilà, des étudiants. Mais il y a vraiment inscrits au sein des écoles qui sont historiquement des écoles d'audiovisuel, de théâtre, de réalisation cinéma. On a cette inscription de la création sonore qui a sa place à côté de toutes les autres formes de narration. Voilà. Donc c'est pas le tout d'étudier ça à l'école, c'est qu'il faut encore avoir un espace après pour pouvoir l'exercer. Il y a une cohérence qui doit se trouver. Voilà. Bon, on n'a pas fini d'en parler, j'ai l'impression, de ce problème. On tiendra les téléspectateurs et téléspectatrices au courant. Je vous souhaite bon courage. Allez écouter les podcasts. Est-ce qu'on peut conseiller un chouette podcast en ce moment? Je ne sais pas, Zoé Ben oui, il y a justement en ce moment, si vous pouvez vous brancher sur Par Oui Dire, sur la première. Oui, Par Oui Dire, oui. On peut réécouter, réécouter. Il y a une très belle pièce jeune public qui vient de sortir, qui s'appelle Au pied des montagnes, de Sarah Hayborn et Thomas Turine, que je vous conseille pour petits et grands. Voilà, je vois tout le monde qui acquiesce, oui. Vous voulez dire Et aussi se déplacer, parce qu'il y a des séances d'écoute maintenant. Mercredi prochain, Apprivoiser le flou. Ça va très bien avec notre thème d'aujourd'hui, de Léo Ligavant. Et c'est où? C'est à la Maison Poème. À la Maison Poème, à Saint-Gilles. Merci à tous les 5 d'être passés chez nous pour nous éclairer un peu sur ce problème qui occupe la création sonore et radiophonique. C'est bien comme ça qu'on dit, hein, pour être complet. Et merci beaucoup. Nous, on se retrouve jeudi prochain pour un autre Monde des Arts. Bonsoir.